Aujourd'hui, je suis super contente de vous présenter une entrevue que j'ai réalisée avec un collègue orthophoniste, Ismaël, que j'avais déjà reçu au tout début du podcast à l'épisode 13, épisode dans lequel on a jasé ensemble du trouble des sons de la parole. Donc, je le reçois aujourd'hui une deuxième fois. L'objectif de notre discussion, de notre entrevue, c'était de parler de comment on peut accompagner ces jeunes-là qui présentent des troubles des sons de la parole de façon différente. Donc, Ismaël a mis en place dans les dernières années un projet de camp d'été, de camp de jour d'été pour les enfants qui présentent un TSP, un trouble des sons de la parole, donc un trouble phonologique sévère ou une dyspraxie verbale. Et bref, je voulais jaser de ça avec lui, de comment ça fonctionnait, comment il avait organisé tout ça, c'est quoi les bénéfices et tout. Vous allez voir que pendant l'entrevue, on a parlé de beaucoup plus de choses que ça, parce qu'Ismaël a, comme moi, un grand désir, une grande volonté d'aider les gens, d'aider le plus de personnes, de repenser, de revoir un peu la façon d'offrir nos services, de s'assurer que ça répond vraiment à un besoin, que c'est utile, que c'est pertinent, etc. Donc, on a jasé ensemble, oui, des camps d'été pour les personnes qui présentent un TSP, mais aussi de l'orthophonie de façon générale, de comment adapter nos services, comment repenser, comment réfléchir à tout ça. Donc, une discussion super intéressante. Je suis très heureuse de vous partager cette entrevue-là aujourd'hui. Et comme toujours, je vous invite à soit laisser un commentaire, nous poser vos questions par rapport à notre discussion. Bonne écoute. Allô Ismaël, comment tu vas? Salut, ça va super bien, Lauriane. Donc, j'en ai parlé juste un petit peu dans la présentation, mais en fait, tu m'as proposé de venir me parler d'un projet, en fait, en lien avec la dyspraxie verbale ou le trouble des sons de la parole là, plus sévère, un camp de jour, un camp d'été, je sais pas comment tu le nommes, comment tu veux l'appeler. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi ce projet-là, d'où ça vient, tout ça? Ouais, en fait, ça fait quand même assez longtemps là, que ça mijotait là, dans la tête de plusieurs orthophonistes avec qui je travaillais là, en centre de réadaptation. Moi, personnellement, j'ai toujours eu un intérêt pour cette problématique-là. J'ai été formé à l'Université Laval. Mon essai, là, à ce moment-là, on parlait d'un essai qu'on devait faire au niveau de la recherche, puis c'était avec Andrea McLeod, puis c'était justement sur des enfants qui présentaient une dyspraxie. Donc ça a Ouais. toujours fait partie de mes intérêts. En gros, là, je vais essayer de faire ça bref pour me rendre au camp, mais Ouais, mais c'est correct, vas-y. l'idée c'était en fait au départ on a eu un constat au niveau de notre équipe là en fait les orthophonistes au centre de réadaptation que on pouvait mieux s'outiller là pour intervenir auprès des enfants qui présentent une dyspraxie verbale. Donc de là a émergé en fait une communauté de pratique premièrement qui a permis d'établir un point de départ en fait finalement pour voir c'est quoi les approches qu'on peut utiliser, c'est quoi les meilleures pratiques auprès de cette clientèle-là. Puis c'est ça, rapidement, finalement, on s'est rendu compte que, ben oui, on a bien beau avoir des approches puis des techniques efficaces. Il y a aussi quelque chose au niveau de l'offre de service, en fait, qui est aussi très, très important. Le besoin d'innovation est venu d'un peu de là, en fait. Si on s'en va vraiment beaucoup plus loin, ben ça finit avec un camp d'été spécialisé pour les enfants qui ont une dyspraxie verbale, qui ont plus d'âge scolaire, fin maternelle, première année, où on pouvait combiner là, les meilleures approches en dyspraxie. OK. Puis là, je vais te poser probablement des questions en cours de route, mais tu sais, là, tu disais de la communauté de pratique, on essaie de voir c'est quoi les meilleures approches, tout ça. Qu'est-ce qui, dans les approches ou dans le système actuel, répondait plus ou moins aux besoins de ces enfants-là? Ou qu'est-ce qui clochait? Qu'est-ce qui vous a amené à dire, OK, là, il faut vraiment faire quelque chose de différent, là? Ouais. En fait, ça a été vraiment l'intensité. Là. On le savait, Ouais. on le lisait que l'intensité est très importante au niveau des troubles des sons de la parole sévères. Mhm. Quand on parle de patron moteur aussi, ça prend beaucoup de pratique, beaucoup de répétition. Par contre, le réflexe, il y a peut-être des obstacles aussi au niveau du réseau, mais c'est Mhm. quand même complexe de penser à trois ou plus rencontres là, d'intervention par semaine. Mhm. Même si les données nous disent qu'on devrait le faire, ben c'est pas nécessairement évident de jongler avec ça là, comme clinicien. Mhm. Donc nous, il y a comme eu premièrement une première phase. En fait, il y avait une volonté de démontrer que c'était possible, donc on pouvait le faire, c'est plausible. Puis aussi de démontrer que ça peut être efficace et efficient de voir des Mhm. enfants de façon intensive. Donc il y a une première phase en fait qui a été on a l'idée puis on veut faire des thérapies intensives, mais on est un petit peu paresseux aussi dans le sens que tu sais, faut vraiment vouloir. Tu sais, moi, j'ai toujours jonglé avec l'idée de faire un doctorat, mais de là à comme
soutenir une recherche complète, Uh-huh. là, je trouvais ça lourd. Donc, j'ai Je te écrit, comprends, là, je te comprends. c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de cliniciens dans notre situation aussi. Puis moi, je travaille à Trois-Rivières, donc avec l'UQTR, ça a été facile d'établir des liens avec le département, de Mhm, proposer un sujet, puis il y a une réponse très positive qui est venue. Puis mhm. à partir de là, on a créé comme un groupe là, de projets de recherche qui incluait 2 cliniciens du CIUS avec deux professeurs là, au département. OK. Puis c'est ça, ça a vraiment aidé d'avoir ce partenariat parce que Uh-huh. ben au départ, pour tout l'aspect méthodologie, en fait, c'est ça, l'autre partie, c'est que j'ai de la misère à faire quelque chose puis pas trop être sûr si c'est efficace ou tu sais, j'ai besoin, Mhm. mon esprit scientifique, c'est ça, a besoin de cette validation-là plutôt que Uh-huh. d'essayer quelque chose, partir un projet puis de voir comment ça va. Je voulais vraiment qu'on ait quelque chose de solide, donc on l'a monté en projet de recherche, puis on a fait ça, premièrement des thérapies intensives 3 fois par semaine avec des enfants dyspraxiques. C'est OK. un essai contrôlé randomisé, donc il y avait un groupe intensif, un groupe traditionnel. T'sais, même là, on a vu déjà des obstacles là, dans ce genre de projet-là. On faisait des demandes de subventions, puis on recevait comme commentaire ben à quel point c'est possible que les parents se déplacent Mhm. 3 fois semaine pour de l'orthophonie. On n'est Mhm. pas sûr de la viabilité du projet. Quand même, hein? Puis c'était pour un projet de recherche, t'es pas comme dans une optique de suivi à long terme de clients ou de quelque chose comme ça, là. Fait que, Ouais, OK. Ouais. ça nous a surpris en fait. Ouais. Moi, je m'attendais pas à. Je pensais à une analyse plus au niveau de la méthodologie. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est pertinent Mhm. de le faire? La faisabilité, pour moi, c'était ben c'est justement ça qu'on veut démontrer. Puis Ouais. c'est du ressort plus du clinique là, à ce moment-là. Uh-huh. Mais en tout cas, ça a été super intéressant cette partie-là parce que les parents des enfants étaient attribués à des groupes différents, donc intensifs ou traditionnels. Mhm. Il y en a même plusieurs qui étaient déçus là, d'être tombés dans le traditionnel là, une fois semaine. Eux, Mhm. ils auraient aimé ça, avoir un boost là, vraiment plus intensif. Uh-huh. Donc, en gros, on avait un groupe de 3 fois semaine, 30 minutes. OK. L'autre groupe, c'était une fois semaine, 30 minutes aussi. Puis là, après ça, c'était la durée. Là. Donc, c'était soit un bloc de 6 semaines ou un bloc de 18. Puis, ça a été vraiment Quand même. intéressant de faire ces thérapies-là. 3 fois semaine, c'était pendant l'hiver. C'est sûr qu'il y avait des obstacles, là. Mhm. Mais étonnamment, il y a peu vraiment de gens qui ont annulé, qui ont abandonné. Tout le monde était là. Je parle même souvent d'une grand-mère qui, elle, s'occupait de son petit garçon pour les rencontres en orthophonie. Uh-huh. Elle partait de chez elle, elle allait le chercher en autobus à l'école, revenait au centre avec lui, allait le OK. reporter en autobus à l'école, 3 fois Oula. semaine. C'était un investissement génial. Uh-huh. Puis on dirait que depuis ce temps-là, j'essaie de réfléchir mes projets, pas en fonction des obstacles anticipés, Mhm. mais plus en fonction de c'est quoi qui serait le mieux vraiment pour le client. Mhm. Puis on dealera avec les Les obstacles obstacles. Ouais. Ouais, parce, vraiment. parce Uh-huh. que pour vrai, c'est vrai que c'est un gros obstacle 3 fois semaine, là, Ouais. ça peut être difficile au niveau de l'horaire, Ouais. mais en même temps, en tout cas, toutes les données probantes nous disent de le faire de façon intensive. Donc, Ouais. Ben, c'est ça, je pense que c'est intéressant pour ceux qui sont pas familiers, là, c'est vraiment ça, tu sais, dans les données, dans les études qui ont été faites, pour tout ce qui est le TSP sévère, la dyspraxie verbale, l'intensité est super importante. Puis c'est ça, on vise des 3 fois semaine pendant une période, tu sais, comme c'est intense, là, le suivi, là, pour que ça «fonctionne» entre guillemets, là, mais ouais. puis on avait voulu aussi quelque chose de réaliste, là, parce qu'il y a plusieurs études qui vont faire du 5 fois semaine, puis Ouais. beaucoup de semaines de thérapie. J'avais aussi l'idée que ben faut que ça représente aussi un bloc de service normal Mmh. dans le réseau finalement. Donc on restait quand même dans quelque chose d'intéressant là, en termes d'heures pour chaque professionnel qu'on alloue à chaque client. Mmh. Mais en tout cas, ça a été très riche en fait comme première étape. Puis même comme clinicien de le vivre, de faire des thérapies intensives. La première semaine a été un peu intense, mais après ça, ben, c'est comme rentrer que ben, je l'ai vu hier, j'ai mon dossier tellement en tête, je sais Ouais. qu'on n'a pas besoin de reculer ben pour Mmh. réavancer puis aller plus loin dans nos objectifs. Mmh. Même au niveau de l'efficience, là, 3 thérapies, ça faisait 3 thérapies le matin. J'en avais même un quatrième que j'ajoutais, là, dans le fond, qui était plus en suivi régulier, qui faisait pas partie du projet. Ouais. Mais ça faisait des matins très, très intenses, mais efficaces, là, parce que j'ai pas besoin de me repartir à chaque fois, là.
Ah, ben non, tu l'as vu la veille, tu te souviens qu'est-ce que tu veux tu sais ce que tu as fait, tu sais ce que tu veux faire après, tu sais, c'est très frais dans la mémoire, mais ouais, Ouais. définitivement. Puis finalement, tu sais, les résultats de cette étude-là, ça nous a montré au départ, tu sais, une première analyse qui avait été faite que, ben, on dirait qu'il n'y avait pas tant de différence dans l'efficacité. Mmh. Par contre, quand on a décortiqué, il y avait un groupe, en fait, qui était un petit peu plus ferme. Le groupe des intensifs, là, il n'était pas nécessairement exactement comme l'autre, là, parce que ça avait été une assignation aléatoire. Mmh. Donc, ils partaient de plus loin, donc ils pouvaient progresser tu sais, par rapport à eux-mêmes beaucoup, mais par rapport aux autres, moins, Ouais, ouais, ouais. un peu moins. Mais tu sais, ce qu'on a vu en faisant une deuxième analyse un petit peu plus poussée, c'est que dans la composition des groupes, il y avait toujours des forts et des faibles, donc des forts intensifs, des faibles Mmh mh. intensifs. Puis Mmh. si on les compare, ces deux groupes-là, ben, on a vu là, vraiment que les enfants sévères, eux, ont vraiment beaucoup, beaucoup bénéficié de l'intensité en fait des L'intensité. interventions, là. Hein, hein. C'était même de l'ordre, me semble, j'ai révisé, mais me semble ce matin, c'était autour de 47% là, d'amélioration du PCC OK. observé chez les sévères, comparativement on était plus autour de 25 là, pour les autres. Là. OK. Puis le PCC, mettons. Oui, excuse. Donc le pourcentage de consonnes correctes, c'était notre Ouais, façon d'évaluer un peu c'est votre l'efficacité mesure. de l'intervention. Là. Ouais. OK, cool. Fait que là, c'est de ce projet de recherche-là qu'éventuellement, vous avez décidé de, ben, comment on implémente ça dans la réalité ou comment Ben c'est ça. Il y a ça une fonctionne? partie que ben tout ce qui est apprentissage moteur qui demande beaucoup d'intensité, donc d'où les thérapies 3 fois semaine. J'ai beaucoup d'habileté en fait à jouer avec la DTTC, en fait une approche là, qu'on utilise en dyspraxie verbale, qui est une approche assez reconnue là, pour les TSP sévères dyspraxie. L'autre approche qui est assez reconnue aussi, c'est une approche plus de conscience phonologique intégrée. Mmh. Cette approche-là, ben c'est pour les un petit peu plus vieux. C'est ça, c'est pour ça qu'on est allé chercher pour le camp. On voulait intégrer cette approche-là aux Ouais. thérapies traditionnelles individuelles. Hein, hein. Puis la meilleure façon de pouvoir combiner les deux et avoir de l'intensité, ben c'est peut-être penser justement à une modalité de groupe et de Mmh mh. camp. Mmh. Donc le camp répondait à la possibilité en fait d'aller chercher les enfants, de faire 3 thérapies individuelles plus au niveau des approches motrices et de Mmh. combiner en après-midi avec un groupe de conscience phonologique intégrée qui était donné aussi là, 4 fois semaine. C'était quand même un gros setup là, pour plusieurs enfants, mais la Mmh. modalité de groupe a vraiment été vraiment intéressante. Là. C'est un peu ça que je me demandais, tu sais, ben, pas dans l'organisation, mais concrètement, dans le fond, quand ils font un camp, c'est normalement, ils sont en groupe, mais il y avait une partie où vous alliez, je vais dire, les retirer du groupe, là, mais travailler de façon individuelle avec les enfants, puis des interventions aussi en groupe. Oui, Comment OK, tout à ouais, fait. parfait. En fait, là aussi, ça a fait partie d'un projet de recherche. On voulait OK. montrer la faisabilité, en fait, d'un camp Mmh. spécialisé en orthophonie Mmh. dédié à cette clientèle-là qui bénéficie de l'intensité, Mmh. en intégrant les meilleures approches reconnues pour cette clientèle-là. Ouais. Donc, encore là, avec l'UQTR, moi, je suis chanceux, c'est ça, je travaille aussi à l'UQTR, puis on a un bon lien, là, des bons partenariats avec le CIUS aussi, ce qui permet de faire des projets comme ça. Le camp, en fait, a eu lieu à 2 reprises. Une Mmh. première fois dans le cadre du projet de recherche. On était 2 superviseurs de stage, en fait, qui supervisaient 4 étudiantes d'internat, Mmh. ce qui nous permettait de voir plus d'enfants au niveau du CIUS. Mmh. Puis, c'est ça, de pouvoir les coacher aussi là-dedans dans ce modèle de service un peu différent. C'était vraiment, vraiment intéressant. Mmh. Je pense que les étudiantes ont beaucoup apprécié, même si tout le monde était brûlé à la fin de nos semaines. Là. Vraiment, ça a été des grosses semaines. Ouais. Mais on est bien installé là, avec la clinique universitaire pour faire Ouais. justement cette double modalité-là. Il y avait des étudiantes aussi qui avaient été engagées comme plus animatrices de camp. Là, dans le fond, c'était des Mmh. étudiantes qui provenaient d'autres bacs puis qui avaient un intérêt là, pour l'orthophonie. Là. Mmh. Super. Puis est-ce que tu vois, là, je t'amène vers là, on pourra revenir après, mais est-ce que tu voyais des avantages, des bénéfices à ce que ces enfants-là soient ensemble aussi? C'est pas juste pour les suivis ou les interventions comme telles, mais de façon générale, passent la journée ensemble, fassent des activités ensemble? Ouais, ça a été vraiment riche, surtout le dernier groupe en fait qu'on a fait cet été. On a vu un peu plus ces éléments-là de comparaison un peu entre eux, là, puis de voir OK. que mais tu sais, il y a d'autres enfants qui ont des difficultés. C'est pas Ouais. exactement les mêmes que moi,
Mais on arrive, puis tu sais, ça a beaucoup augmenté l'estime de soi de plein d'enfants qu'on a vus dans le groupe. Ça c'est revenu beaucoup dans les commentaires des parents. Donc ça, cette expérience-là a été très, très riche. Puis même comme clinicien, c'est quand même le fun aussi de pouvoir voir les enfants au quotidien dans un environnement vraiment naturel. Tu sais, c'est ça, c'était vraiment très riche, là, en fait, là. Au départ, c'était un petit peu plus l'aspect pratico-pratique du Ouais. camp. Mais tu sais, au final, c'est plus c'est ça la synergie qui peut se développer là, à partir d'un groupe qui vivent un peu les mêmes difficultés. Mhm. Ça a été marqué encore plus dans les groupes justement de conscience phonologique. Ils ont beaucoup, beaucoup progressé, puis ça faisait partie des commentaires des parents, parce qu'on les a revus là, après le premier bulletin là, en septembre. Là. Puis ils montraient plus d'intérêt pour la lecture, faisaient plus attention dans le fond à leurs erreurs. Des fois, ils s'autocorrigeaient aussi un peu plus au niveau de leurs paroles. Des beaux résultats, c'est super. Puis tu sais, je me dis aussi comme tout ce qui est un peu c'est ça, les bris de communication, tu sais, eux font souvent face à des bris de communication quand eux s'expriment parce qu'ils sont pas toujours compris, mais là, tu sais, d'avoir les autres personnes aussi, puis d'aider les autres à résoudre leurs bris de communication. En tout cas, j'imagine que c'était quand même riche pour eux autres. Oui, il y avait Super. beaucoup de bris de communication. Donc, au départ, je pense pour les monitrices là, de camp, c'était Uh-huh. de se faire l'oreille puis de comprendre que ces enfants-là, parce que on n'a pas toujours la chance en fait de travailler avec des enfants qui ont des difficultés aussi sévères que ça. Ça peut être gros là en fait au départ là c'est un enfant qui se fait pas comprendre, on se questionne sur des fois l'intelligence, on se questionne Uh-huh. sur l'aspect plus affectif qui va venir, qui vient avec la frustration de pas être Uh-huh. compris. Ça pouvait péter un peu là, dans les groupes. Puis Ouais. il y avait un bon soutien là aussi. Il y avait une psychoède là, qui était psychoéducatrice qui était disponible là, pour soutenir les intervenants là, dans le camp parce que ça pouvait amener des petites flamèches des fois, mais globalement ça s'est très bien passé. Là. Ouais. OK, super. Ce que je trouve intéressant, c'est tout ce qui est un peu d'essayer de faire les choses autrement, là. C'est un peu ça l'objectif, c'était de voir qu'est-ce que les données nous disent, comment ça se passe maintenant, comment on peut faire autrement. Puis là, vous avez comme trouvé une façon d'intégrer ça. Je veux dire, qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce qui ressort de ça pour toi d'un point de vue comme plus clinique ou par rapport à l'innovation, par rapport à comment on peut rendre les services? As-tu comme eu des réflexions qui te sont venues? Plusieurs, en fait, moi, c'est le partenariat, c'est la collaboration. Mmh. À partir du moment qu'on a une bonne idée, qui peut changer la vie des gens, en fait, qu'on suit, Mmh. on intervient, en fait, pour aider des gens en orthophonie, là. Ouais. Tu sais, de savoir que c'est partagé par différentes personnes, puis Mmh. les obstacles, tu sais, moi, je vais me souvenir de la première rencontre là, avec l'équipe du département en orthophonie. Pour nous, on avait déjà anticipé plein d'obstacles, puis tu sais, ça allait être compliqué, tout ça, puis on a vu qu'en groupe, on était capable d'aller chercher vraiment des belles solutions qu'on n'avait pas nécessairement, puis tous les obstacles ont comme été tassés rapidement finalement. Donc, l'aspect plus de collaboration qui fait en sorte que des fois, on avance un petit peu plus vite tout le monde ensemble, Mmh. parce que je le sais là, que dans tous les milieux, on a un peu cet enjeu-là on voudrait donner le meilleur service, Mmh. mais on le fait pas tout le temps parce qu'on n'a pas les ressources. Fait qu'on reste pris dans quelque chose qui est pas si efficient que ça. Mmh. Mais tu sais, il y a plein d'autres contraintes, là, mais Oui, oui. on est capable de donner un service finalement efficient si on le réfléchit bien, si on est au bon endroit, en fait, aussi. Là. Mmh. Un camp, tu sais, les enfants sont où? Sont à l'école, sont dans des camps, tu sais, Ouais. l'offre de service en CR, c'est super intéressant pour l'aspect multidisciplinaire, mais pour l'idée que les enfants sont pas dans un centre de réadaptation, ils viennent nous voir, ils repartent. Là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, d'être dans le milieu pendant 3 semaines, intensif. On travaille votre priorité, qui est la parole. Vous avez de la difficulté à vous faire comprendre, c'est ça qu'on veut travailler. Mmh. Plutôt que des fois de se dire, tu sais, lui, c'est clair, c'est pour un enfant dyspraxique, c'est vraiment sa parole que je voudrais travailler. Ouais. Par contre, je me dis, tu sais, comme clinicien, je travaillerai pas 1 heure la parole, il va se tanner. Mmh. Donc, on dilue des fois notre intervention Mmh. avec d'autres objectifs importants, mais moins prioritaires. Mais là, le fait de l'avoir avec nous, ça nous a permis justement, de miser juste sur sa priorité, Mmh. avec les meilleures approches, avec des résultats satisfaisants, puis un sentiment de fierté pour tout le monde, en fait, là, pour le professionnel qui a fait une petite différence là, à court terme dans ses objectifs, Mmh. pour le parent qui a vu son enfant se développer au niveau de la parole, au niveau de la conscience phonologique,
au niveau social aussi, dans le Mhm. contexte de groupe. Mhm. Sinon, il y a tout l'aspect des obstacles, là, de pas prendre des décisions cliniques en fonction d'obstacles anticipés. Ça, c'est Ouais. quelque chose que je retiens de ces projets-là, Uh-huh. parce que sinon, c'est facile de ne rien faire ou de continuer à faire ce qu'on fait, parce qu'on Ouais. anticipe que ça fonctionnera pas. Rendu là, on peut Uh-huh. attendre d'être devant l'obstacle. Ouais, ben oui, tout à fait d'accord. Puis tu sais, là, c'est comme pour un projet plus grand ou quand même d'envergure, là, dans le sens où c'est quand même un projet avec plusieurs personnes impliquées, mais tu sais, moi, je le vois aussi pour notre pratique individuelle comme orthophoniste, comme professionnel, dans le sens où même nous-mêmes, même si c'est pas juste dans notre petit bureau à nous, dans notre petite pratique à nous, des fois, on se dit, ah ben mon Dieu, je peux pas faire ça, ou le parent voudra pas faire ça, ou je peux pas essayer ça, ou tu sais, j'ai pas le temps, ou ou je vais pas changer parce que je sais pas. On se met des bâtons nous-mêmes des fois dans les roues, là, je trouve, là, dans notre propre pratique. Tu sais, j'aurais envie de dire aussi, tu sais, de lancer un peu ce message-là aussi, à l'inverse, aux parents ou aux personnes ou aux autres intervenants ou même parce que, tu sais, souvent, moi, j'ai l'impression qu'on a une façon un peu préconçue de comment ça devrait se passer, de c'est quoi les services, tout ça, tu sais. Mettons, tu parles à un parent, probablement que d'emblée, dans sa tête à lui, s'il y a un souci en orthophonie, s'il va voir l'orthophoniste dans son bureau, il pratique pendant X temps, minutes, après ça, il repart, puis peut-être qu'il y a des choses à pratiquer. Tu sais, il y a comme une façon un peu de concevoir qu'est-ce que devrait être un service professionnel. Puis changer ça, c'est pas si évident, même si le résultat en bout de ligne pourrait être très positif, mais il y a beaucoup de travail, je pense, à faire à un peu, c'est ça, accepter l'innovation de tous les côtés, là. Mhm. Mhm. Ouais, vraiment. Puis tu sais, ça me fait penser quand je supervise beaucoup d'étudiantes là aussi dans leur parcours là, à l'université. Puis Ouais, souvent leur question c'est est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai le ouais. droit de faire ça? Uh-huh. Ça, je trouve ça tellement drôle parce que tu sais, au final, tu as le droit de tout faire. Tout est Ouais, possible. ouais. Mais si tu veux savoir ce qu'on s'attend de toi, ben pour moi, c'est pas si important que ça. Tu sais. À partir d'une Mhm. situation clinique, quelle décision tu vas prendre? Qu'est-ce que tu veux proposer? Tu sais? Mhm. Pas en fonction de ce qui est disponible, mais en fonction de ce qui devrait être donné. Tu sais. Donc, ça change un peu la perspective, mais c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant, là, cette discussion-là, parce que clairement, il y a de ça là, dans ce projet-là, de sortir de ce qui est fait pour puis d'aller dans quelque chose d'efficace, qui Uh-huh. peut être des fois, ben là, dans le cas du camp, c'est quand même assez énergivore, Mhm. mais il y a peut-être d'autres situations là, plus professionnelles qui amènent cette réflexion-là aussi. Mhm. Ouais, super. Puis là, tu sais, c'est ça, vous l'avez fait de façon avec un camp. Est-ce que toi, tu vois, puis là, tu me dis si tu peux répondre ou ça, mais des implications, quelque chose qui pourrait ressembler pour d'autres types de clientèle, tu sais? C'est quelque chose que tu penses qui existe déjà pour Ouais. d'autres types Ben, il de y en a en services? bégaiement, me En semble, là, bégaiement, ouais, des c'est camps ça. intensifs. Mais c'est ça, encore là, on touche à quelque chose de parole, moteur, tu sais, donc Mmh. la pratique est super importante. Mmh. Mais c'est ça, c'est d'essayer de jongler parce que c'est clair que, en fait, la plupart des choses, si on les fait intensivement, ben, c'est mieux. Tu sais, on Mmh. avance plus vite. Ouais. Mais il y a aussi la réalité, donc est-ce que c'est possible? Puis ça a été ce casse-tête-là entre l'optimal, ça serait sûrement 40 heures semaine, là, mais 40 heures semaine, c'est pas Ouais. possible. Donc, il y a Mmh. où l'équilibre là-dedans sur si je vais avec quelque chose de réaliste, là. Puis le camp, c'est venu justement, c'est tout fixer ces paramètres-là de ben, on veut faire du groupe, on veut faire de l'individuel, on veut faire de l'intensif, on veut quelque chose, une synergie un petit peu plus de groupe au niveau social. Mmh. Donc, pour cette problématique-là, c'était génial. Mais Mmh. clairement qu'il y aurait d'autres possibilités là, d'innovation dans l'offre de services en orthophonie plutôt que, ben, comme on disait tantôt, des rencontres une fois semaine, pratiquer ça à la maison, Mmh. on le serait juste la semaine d'après. Tu sais. Mmh. La communication, c'est plus large que ça. C'est tout le temps là. Faut juste être à la bonne place en tant qu'orthophoniste Ouais. aussi. Là. Ouais, ben, je trouve ça super intéressant que tu dises ça parce que en fait, c'est ça le contexte de communication. Tu sais, la communication, c'est ça, c'est en tout temps, c'est dans le quotidien, c'est autant avec nos parents, nos amis, nos proches, des personnes qu'on connaît pas du tout, tu sais. Fait qu'il y a plusieurs situations où, là, je dis l'enfant, mais la personne qui a des défis va vivre des défis de communication. Puis moi, je pense qu'un des défis, je trouve, en tout cas dans notre milieu, c'est d'être à la bonne place. Des fois, c'est difficile d'être à la bonne place, être à la place où peut-être on aurait besoin d'aide ou de bien comprendre le contexte, peut-être Mm-hmm. que ou la situation que vit l'enfant ou tu sais, quand est-ce que c'est plus difficile pour lui. Fait que je pense qu'on peut
questionner, là, soit l'enfant ou le client quand il est plus grand. Tu sais, moi, quand je travaille avec des ados, je leur demande là, clairement, OK, c'est quoi les situations où ça va pas? As-tu un exemple? Peux-tu me dire concrètement? Tu sais, fait que je vais vraiment un peu chercher ça pour aller essayer de les aider, mais tu sais, on n'est pas toujours là au bon endroit, peut-être, comme tu dis, mais qu'on peut essayer d'ouvrir nos horizons puis d'essayer de voir comment on peut être plus là, plus dans Ouais. la réalité, le quotidien, là. Puis, tu sais, je pense que rendu là, il faut aussi questionner la façon qu'on offre nos services et que les services sont offerts, là, tu sais, parce que, je reviens encore avec le camp, mais, tu sais, en centre de réadaptation, on a besoin de faire des statistiques. Le financement est fait en fonction du temps direct. Ouais. Donc, il faut optimiser ça, puis les thérapies intensives permettaient ça, d'aller chercher du temps direct, puis de rester, à la limite, même quasiment plus compétitif qu'une approche traditionnelle, parce qu'on a moins besoin de se replonger avant chaque rencontre. Mais des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est pas de plus voir l'enfant aussi qui est efficace. C'est de faire des démarches auprès des collaborateurs, puis faut le faire, parce que c'est ça qui est le mieux, tu sais. Mais c'est ça, c'est pas évident à jongler parce qu'on a une pression de voir des clients. Mais de l'autre côté, c'est ça, c'est de se dire, comment je pourrais aider le mieux l'enfant qui est avec moi ou mon client, tu sais. C'est-tu en faisant du temps direct ou en coachant les intervenants qui gravitent autour de cet enfant-là? Ouais. Ça amène beaucoup, beaucoup de questions, en fait. Beaucoup de questions, puis, tu sais, beaucoup, je pense, de réflexions. Puis je pense qu'il y a beaucoup de réflexions dans notre monde ces temps-ci, puis c'est super positif, là. Moi, je suis très heureuse de voir ces réflexions-là ressortir et tout ça, mais il y a aussi, je pense, c'est ça, des contraintes, tu disais, des contraintes administratives, puis tout ça, puis moi, ça arrive souvent que c'est une des questions que j'ai ou des obstacles perçus, tu sais, perçus et réels, on va dire ça comme ça, dans le sens où, ouais, mais moi, dans mon milieu, je dois faire ça et tout ça, puis tu sais, moi, je parle souvent en accompagnement parental, de créer une alliance thérapeutique avec le parent, de travailler en équipe, puis pour créer cette alliance-là, on a besoin de parler avec le parent, d'aller, tu sais, de le questionner, valider, d'aller, tu sais, on a besoin de créer ce lien-là avec lui pour après ça pouvoir l'accompagner, le soutenir. Mais ce moment-là de créer un lien, c'est du temps direct aux parents, mais tu sais, c'est pas nécessairement vu comme une intervention auprès de l'enfant. Puis là, pourquoi tu passes 1 heure à parler avec moi? C'est mon enfant, là, tu sais. Fait que tout ça, il y a beaucoup de choses à revoir, repenser ou à percevoir, je pense, d'une autre façon, parce que ce temps-là, il est super précieux. Puis après, il va m'amener à ce que le parent me fasse confiance et après ça, que ça avance plus vite, toutes les autres rencontres, finalement. Fait que j'en ai besoin de ce moment-là. Ouais. Mais ça rentre pas dans la petite boîte habituelle. Puis, tu sais, des fois, moi, je suis au privé, fait que j'ai la liberté un peu de faire ce que je veux, ce qui est la beauté de la chose. Mais des fois, quand je parle avec des collègues qui sont plus justement dans les milieux publics, de dire, moi, on m'autorise pas, tu sais, on me demande d'envoyer un questionnaire aux parents avec toutes les questions, puis que des choses à cocher, puis tout ça. Puis après, moi, je prends ça parce que le 1 heure, je l'ai pas dans les faits pour parler avec ce parent-là, tu sais. Fait que c'est ça. Il y a comme beaucoup de choses qui peuvent être faites, peut-être, puis qui seraient probablement mieux, entre guillemets, ou plus efficace ou plus adapté, mais que ça ne fit pas dans le moule, dans la boîte qu'on a en ce moment, là. Ouais. Puis je ramène ta réflexion par rapport au TSP, au trouble des sons de la parole. Quand c'est sévère, tu sais, actuellement, il y a aussi beaucoup de délais d'attente dans le réseau. Donc, ça amène des enfants aussi qui développent des problématiques plus de mutisme, des fois. Puis là, justement, l'alliance thérapeutique, le fait de se dire, j'ai un bloc de temps de rencontre, faut que je l'optimise, je peux pas, on précipite des fois les interventions au niveau de la parole, alors qu'il faudrait prendre plus de temps pour établir le lien de confiance avec l'enfant qui se referme parce qu'il est pas efficace au niveau de la communication, puis il vit beaucoup d'échecs. Puis là, on l'expose, on le met comme sous le spotlight avec dis tel son, puis regarde-moi la bouche, puis tu sais, on va faire pareil, je vais t'aider. Mais ça prend un lien de confiance là pour créer quelque chose là, au niveau d'une thérapie là, en orthophonie. Là, ça prend ce lien de confiance-là. Puis à partir du moment qu'on l'a, on voit que ça shift souvent là, dans la progression. C'est ça, il faut avoir le luxe d'avoir du temps, mais ce temps-là, finalement, au final, à long terme, il est gagnant, là, il est efficace. Là. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, c'est vraiment un peu de changer, c'est ça, changer notre façon de voir les choses, puis un peu au même titre, tu sais, changer, je ramène aussi, tu sais, si comme, mettons, là, je dis comme parent ou comme personne qui accompagne, vous voyez que la personne va prendre beaucoup de temps pour essayer de créer un lien, pour comme s'adapter, c'est important, ça fait partie de notre travail, de créer cette alliance-là, ça fait partie de notre intervention en orthophonie, moi je considère là, de cet aspect-là, en tout cas. Bref. Voilà. C'est ça. Donc, pour être un bon orthophoniste, pour être un bon clinicien, je pense qu'il faut avoir du temps. Il faut penser vraiment à notre client, donc ses préoccupations.
les obstacles, pas trop les anticiper. Si on a des bonnes idées, ben de les partager. Puis Ouais. je pense que de cette façon-là, c'est plus facile de se donner la motivation d'avancer. Je reviens avec l'idée de, ben, je sais qu'il y a plein de cliniciens qui se posent des questions cliniques, qui aimeraient peut-être clarifier des choses, mais partagez-les, c'est vos questionnements, Ouais. partagez-les avec les universités. Il y a des des étudiants et étudiantes qui peuvent Uh-huh. travailler sur ces questions-là, puis Uh-huh. tu sais, avancer comme tout le monde ensemble, là, finalement. Moi, c'est ça, c'est venu d'une certaine, ben, pas une paresse, là, mais c'est ça, j'avais besoin d'un contexte un petit peu plus soutenant pour me lancer, puis tu sais, Mhm. depuis ce temps-là, tu sais, je ne regrette pas, puis c'est vrai, c'est ça, Mhm. c'est vraiment intéressant de pouvoir réfléchir à plusieurs sur quelque chose de très clinique, puis en même temps, quand ça revient, c'est quand ça vient de la clinique, on envoie ça un projet de recherche, puis que ça Mhm. revient en clinique, ben En c'est clinique. plus relié à la réalité, là. Uh-huh. C'est pas des données complètement isolées du Mhm. contexte clinique, donc Mhm. ça, On va dire c'est c'est quelque chose bien de beau bien. tout ça, mais concrètement, moi, je fais quoi avec ça dans ma réalité, là? Ouais, Parce qu'il y a souvent ça, des fois, quand on suit des formations, on se dit: «OK, ouais, parfait, super, mais dans mon contexte à moi, je vais faire ça comment?» Puis encore une fois, c'est comme percevoir des obstacles peut-être qui seraient pas là éventuellement aussi, là. Tu sais, je m'entends ouais. parler, je me dis: «Ah ouais», tu sais, c'est comme une réflexion de dire de prévoir qu'il va y avoir des obstacles alors que peut-être que si on essayait de mettre en place des choses, il y en aurait pas, ce serait pas des obstacles réels où on trouverait des solutions aux obstacles. Mais oui, tu sais, ouais, de partager nos idées, nos questions, nos défis, hein, moi, je te dirais, ça peut être, ouais, Mm. une bonne idée. Super! Ben écoute, merci Ismaël pour cette discussion, ces réflexions, tout ça. Puis là, c'est ça, on parlait là, du camp, là, c'est un camp qui était là pendant 2 ans, c'est en lien avec votre projet de recherche. Là, tu me disais, point d'interrogation, est-ce que ça va revenir, pas revenir, à suivre, à voir? Oui, OK. ben, c'est encore là, tu sais, il y a des obstacles, Ouais, mais c'est tu sais, ça. il y aurait peut-être d'autres partenariats à faire pour faciliter la pérennité en fait du projet. Clairement, ben c'est quelque chose qui est efficace, qui Ouais, est apprécié par dans le fond, les cliniciens, les stagiaires, puis les parents, les les enfants parents. aussi. Tu sais, je pense que ça a sa raison d'être. Par contre, Ouais. ben c'est ça, chaque contexte est un peu différent d'un établissement à l'autre, d'une région à l'autre. Donc, c'est de voir ben, comment on peut établir des partenariats pour faire ce genre de projet-là. Là. Mm. Mhm. Ben écoute, merci beaucoup pour ton temps, d'avoir partagé tout ça avec moi, puis avec tout le monde qui nous écoute finalement.